Salut la team, j'attaque ma présentation de ma lecture du mois donc sur le thème de l'entrepreneuriat. Alors, le livre c'est La Startup de Voltaire d'Emily Emmer. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà vous présenter mon mind map et puis après je reviendrai sur le livre, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé et voilà, je vous dirai un peu mon ressenti, pourquoi le choix de ce livre, etc. Donc je vais déjà commencer par le mind map. Alors j'ai découpé en 5 branches. En fait, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Donc la première branche, j'ai mis de l'obscurité, enfin obscurité vs lumière, puisqu'en fait on nous parle beaucoup. Donc dans ce livre, la comparaison est faite avec le siècle des Lumières, la comparaison est faite entre le siècle des Lumières et puis entre notre époque moderne, l'époque start-up qu'on vit aujourd'hui, l'époque un peu Silicon Valley, je dirais. Donc le livre ouvre sur la loi de Malthus. Malthus, c'est un homme qui a écrit une loi en fait qui explique euh, que une civilisation, quelle qu'elle soit, un peuple ou un pays, un État, peu importe, lorsqu'il est dans une longue période de paix et avec une forte hygiène de vie, ça finit toujours par se dégrader en fait. Ça finit toujours par péricliter parce que le nombre d'habitants, la population va augmenter fortement et les ressources vont finir par s'épuiser. Voilà. Puisqu'en fait vous avez éliminé la guerre et la maladie et donc vous allez vraiment avoir un... Il explique ça, Malthus, que vraiment ça va péricliter d'un coup. Il prend donc beaucoup d'exemples dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge. Et en fait, cette loi, elle est valable, si on regarde sur l'humanité, jusqu'à l'ère industrielle. C'est-à-dire que l'ère industrielle a vraiment rendu cette loi obsolète. C'est vraiment le premier moment où c'est plus valable, où on arrive par la technologie à contrer ça et avoir des longues périodes de paix avec une très bonne hygiène de vie, enfin des avancées en matière d'hygiène de vie qui vont permettre à la population de continuer de croître sans qu'il y ait un effondrement. Un effondrement. Donc ça, c'est l'ère industrielle. Alors ils prennent la première ère industrielle. Ensuite, on nous parle de l'ère industrielle des années 80, où là, on a vraiment ce boom technologique avec l'informatique, l'électronique, etc. Et par contre, cette ère industrielle donc, qui a réussi à contrer la loi de Malthus, elle nous a amené à une société de consommation, et une société de consommation de plus en plus importante. En fait, ce système de cette consommation n'a fait qu'augmenter, si on regarde. Plus on évolue technologiquement, plus on est consommateur. Et donc ça a créé ce que l'auteur appelle un nouvel obscurantisme. C'est la deuxième branche, en fait, l'obscurantisme. Donc, on nous explique dans le livre que cette société de consommation a amené à une forte pollution avec des déchets, des émanations de CO2, certaines ressources naturelles qui deviennent rares, voire qui ont disparu. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler le nouvel obscurantisme. On parle aussi de la pression au travail, des gens qui sont tout le temps poussés. Voilà, il y a vraiment un culte de la performance avec cette société de consommation, ce capitalisme, qui va amener les gens à faire des dépressions, des burn-out. Il y a aussi tous des problèmes de santé chroniques comme les allergies, comme les intolérances, l'asthme. Tout ça, ça a été développé par la pollution et par un peu cet environnement anxiogène, je dirais. Et donc, pour contrer ça, en fait, ce nouvel obscurantisme, l'auteur nous explique qu'il faudrait qu'on arrive à une nouvelle lumière, en fait. Il faudrait qu'on arrive vraiment à une sorte de nouveau siècle des Lumières, d'où la start-up de Voltaire, Voltaire était un philosophe des Lumières, d'où le titre, et d'où le fait qu'on va parler de Voltaire tout au long de ce livre. Donc, en fait, la start-up des Lumières, enfin, l'idée d'un nouveau siècle des Lumières, ce serait pour sortir de ça et réussir technologiquement à contrer ce nouvel obscurantisme, comme un peu l'ère industrielle avait contré la loi de Malthus. Voilà. Donc on nous explique, là j'ai mis 3 branches à lumière, c'est qu'en fait ce changement il peut pas arriver par le fait de contrer ce nouvel obscurantisme, ça peut pas arriver par une responsabilité individuelle. Les gens peuvent pas se responsabiliser tout seuls en disant bon, je change de style de vie du tout au tout
pour que notre planète aille mieux. Le retour arrière, c'est pas possible non plus. C'est pas dans notre nature d'être humain. On en veut toujours plus au niveau de la technologie. Enfin, on peut pas dire aux gens, bon bah vous allez habiter à nouveau dans des, je sais pas, dans des maisons de paille, sans aucune technologie, etc. Ça marchera pas. Et on peut pas se baser sur la morale. Moraliser les gens, ça marche pas sur le long terme. Ils finissent toujours par craquer. C'est pas suffisant, quoi. Voilà, donc il faut trouver notre alternative, et c'est pour ça qu'on aurait besoin dans quelque sorte d'une nouvelle période des Lumières sous cette ère start-up. Donc justement, on nous présente ce que l'auteur appelle la start-up de Voltaire, cette start-up des Lumières, qui est une entreprise éclairée. C'est traduit en entreprise éclairée. Et cette entreprise éclairée, en fait, elle se distingue parce qu'elle a une mission. Elle a vraiment une mission précise et une vision. Voilà, ça serait vraiment les deux points importants. Donc la mission, ça peut être, je sais pas, j'ai pas d'idée là. Je pense il y a des exemples plus tard, donc je reviendrai dessus. Et la vision, bah, c'est vraiment une vision de vie, une vision du monde. C'est un peu en fait créer son futur. L'entreprise éclairée, elle a envie quelque part de créer un futur qui soit différent de 1984. Voilà pour caricaturer un peu. Enfin, pour créer un futur, je dirais, qui ait une belle vision du futur, voilà. Ensuite, donc cette entreprise, alors j'ai mis universelle, enfin ces entreprises éclairées. J'ai mis universel parce qu'en fait, on nous montre des exemples. Il y en a partout dans le monde et de différentes classes sociales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lancent des entreprises éclairées en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Il y a des stars qui le font. Il y a un exemple avec Jessica Alba, je ne savais pas, qui fait je crois que c'est des produits, je ne me rappelle plus exactement. C'est des cosmétiques, c'est ça. C'est des cosmétiques éco-responsables. Je ne savais pas qu'elle avait une start-up là-dedans. Et après, on a d'autres exemples, donc voilà, parfois même de gens très jeunes qui ont voulu changer les choses. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que c'est des petites entreprises, enfin je reviendrai là-dessus plus tard, mais parfois c'est des toutes petites entreprises qui font un petit changement, mais en fait ce petit changement a un impact énorme si on regarde à l'échelle mondiale. J'ai quand même mis la Silicon Valley parce qu'après on nous explique que l'endroit où il y a le plus d'entreprises éclairées qui naissent, c'est la Silicon Valley. Et ouais, je pense que on nous explique vraiment que là-haut, il y a une culture de l'éco-responsable, il y a vraiment une dynamique qui s'est créée là-haut, certainement suite à la création de valeur qu'il y a eu depuis les années 80 dans cette partie des États-Unis. Donc malgré le fait que ça pousse un peu partout dans le monde, ces entreprises éclairées, le foyer en reste la Silicon Valley, tout comme le foyer des startups et la Silicon Valley. Voilà, donc ça... Je dirais que c'est un petit bémol. Moi, j'ai trouvé cette branche un peu pas totalement concluante en fait, parce que je me suis dit bah ok, on nous dit c'est bien, ça pousse partout dans le monde, mais la Silicon Valley en reste le foyer. Mais bon. Ensuite, c'est les valeurs. Ce qui va vraiment distinguer une start-up éclairée, une entreprise éclairée, ça va être les valeurs. Donc les valeurs, on nous explique, on nous les découpe enfin il y en a 3, il y a le beau, le bon et le social. Donc le beau, bah bien sûr c'est le design, c'est le fait de faire de beaux produits, l'esthétique. Et en fait, on nous explique aussi que quand un produit a un bon design, alors déjà on nous explique bien sûr tous les bienfaits d'avoir un bon design sur le commerce d'un produit, sur comment ça se vend beaucoup mieux, quelque chose de beau que quelque chose de moche, je dirais. Et surtout, le sens devient beaucoup plus intuitif. Alors bien évidemment, l'exemple qui est pris tout au long de cette partie du livre, c'est Apple, hein, puisque Steve Jobs, ça a vraiment été le design, ça a vraiment été son cheval de bataille. Et en fait, le sens devient beaucoup plus compréhensible des utilisateurs lorsqu'il y a un vrai design, lorsqu'il y a vraiment un bon design. Donc voilà, on nous explique que c'est pas seulement dire waouh c'est beau, waouh il y a un beau design, non, derrière il y a vraiment des répercussions, et c'est vrai que je sais plus si c'est traité dans le livre, mais on peut prendre l'iPad par exemple, l'iPad avec son soft très épuré. C'est la tablette qui est la plus utilisée par les personnes âgées par exemple. Donc on se rend compte que les personnes âgées qui sont un peu hermétiques à la technologie, grâce à l'iPad, moi ma mère utilise un iPad quoi. Voilà, là si vous connaissiez ma mère, vous sauriez que le design a une importance dingue sur un produit. Ensuite on a le bon, donc le bon.
On nous dit que c'est un produit qui doit être non toxique. Bah oui, il doit pas être mauvais pour notre santé, il doit être non polluant, donc il doit pas être mauvais pour la planète. L'idéal, c'est le zéro déchet, le zéro CO2, donc pour sa construction et pour son utilisation. Et ensuite, j'ai mis alternatif, puisqu'on nous donne d'autres caractéristiques du bon. Il y a le slow. Donc le slow, c'est bien sûr en contradiction avec le fast, c'est principalement le fast food. Voilà, quand vous allez dans un fast food, on peut pas dire que ce soit des bons produits. Imaginez une chaîne de restaurants où c'est tout l'inverse, où en fait le cadre est très cosy, où on est bien, on est à l'aise, et où la nourriture prend du temps, mais elle est vraiment très bonne, et très bonne pour la santé. Là, on est vraiment dans le bon produit, quoi. Où par exemple, vous arrivez après le travail, je sais pas, à 18h, et bon, vous êtes servi une heure après, une heure et demie après, mais malgré tout, vous passez un moment énorme dans ce restaurant et vous mangez de très bons produits. Là, on est vraiment dans le bon. D'où le slow. Il y a ensuite le freemium. On nous parle des produits freemium. Où en fait on nous explique que voilà, il y a une partie gratuite et une partie payante, ce qui permet, je dirais, à tout le monde de pouvoir utiliser le produit, ou du moins une partie du produit, ça le rend accessible à tout le monde. L'exemple qui vous parlera tous, bah, c'est un peu ce que fait Steve Abdelkarim avec Transformation. Il y a des choses gratuites. Il y en a peut-être moins maintenant. À l'époque, quand on allait sur le site, on pouvait télécharger des formations gratuites. Et après, il y a des choses payantes et il y a même différentes gammes, des choses en ligne, des choses en présentiel, pardon. Il y a différentes gammes de prix. L'idée, c'est que voilà, qu'il y en ait pour toutes les bourses et que tout le monde puisse quelque part avoir que tout le monde puisse profiter du produit. Voilà. Et ensuite, la personnalisation, bah, il n'y a rien de mieux qu'un produit personnel, quelque chose qui nous parle vraiment, qui sache qui on est, qui réponde vraiment à nos besoins, et quand on l'utilise, on se dit ouais, ça a été fait pour moi. Il y a un côté un peu client roi à ce moment-là, quand on a vraiment l'impression qu'en face, on s'est plié en quatre pour nous, pour répondre à nos besoins, et pas juste pour répondre aux besoins d'une niche. Voilà. Donc ça, la personnalisation aussi très important dans le bon. Et le dernier, donc le social, pardon. Donc il faut que ce soit un produit équitable. L'idée, c'est que ça vraiment que la valeur soit répartie sur tous les intermédiaires, et qu'il y ait même une redistribution de valeur, je dirais, à l'échelle mondiale. Donc là, l'exemple, c'est les microcrédits qui ont été créés. Il y a un organisme de microcrédit qui a été créé en Amérique du Sud, en Afrique, pour permettre à des gens qui n'ont pas accès aux banques de pouvoir quand même faire des petits crédits et de pouvoir lancer des projets. Donc ça, voilà, c'est équitable. Ensuite, c'est le participatif. Le participatif, bah, ça va être le cross-funding, ça va être le cross-sourcing. C'est vraiment quand tout le monde participe au produit, quand les utilisateurs eux-mêmes participent à la création ou à l'amélioration du produit. Ça va être Uber aussi, tout l'Uberisation, où en fait vous avez plusieurs chaînes de valeur. Vous avez le produit Uber, vous avez les chauffeurs qui utilisent Uber et qui en fait gagnent de l'argent avec Uber. En fait, ils font partie du produit, mais en même temps c'est des utilisateurs. Et vous avez le dernier rang, c'est vraiment eux, les gens qui ont besoin du produit, en fait, qui viennent eux, se faire, je dirais, transporter d'un point A ou un point B. Et on voit bien que Uber, avec cette stratégie, a vraiment bousculé, a vraiment pratiquement détruit le lobby du taxi dans le monde, et particulièrement en France, où le lobby des taxis était extrêmement puissant, et on voit des Uber maintenant un peu partout. Ensuite, j'ai mis les 3 T. Alors, c'est une abréviation, c'est parce que les 3 dernières parties du social, c'est transverse, transparente et traçabilité. Donc, transverse, c'est en fait vraiment responsabiliser toute votre chaîne d'employés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des dirigeants qui prennent des responsabilités. Voilà, c'est aussi donner des responsabilités à vos employés, même les plus bas, et leur donner une force de proposition et une capacité d'amélioration de ce que vous proposez. Ça, c'est important. Donc ça, c'est la transversalité, c'est dire que c'est plus linéaire, c'est plus de haut en bas, tous les maillons de l'échelle peuvent apporter. Voilà, on est dans un management horizontal. Donc ça, c'est dans le social. Ensuite, la transparence, donc la transparence de votre marketing, de vos coûts, de vos produits, voilà, qu'il y ait une vraie transparence. Mais au-delà de ça, même l'exemple, c'est Toyota qui a mis en fait tous ses brevets sur les moteurs électriques en open source pour permettre à d'autres gens de les améliorer et donc de les réutiliser après. Mais en fait, du coup, même leurs concurrents peuvent les utiliser. En fait, ça permet vraiment de dire, bah voilà, on a développé
quelque chose qui va peut-être changer l'automobile, on le met en open source, et comme ça, on est sûr que ça sorte un jour et de pouvoir vraiment créer une révolution. Donc ça, c'est la transparence. Et le dernier, la traçabilité, bah celui-là, je pense qu'il est assez simple. C'est voilà, qu'il y ait vraiment une traçabilité de vos produits, que tout, qu'on puisse vraiment suivre de A à Z voilà, toutes... même jusqu'à vos connaissances, jusqu'à ce que vous apportez, qu'il y ait vraiment une traçabilité, qu'on puisse voir d'où vient chaque chose. Votre marketing, vos plateformes de redistribution, voilà, voir si tout est éco-responsable, etc. Il y a vraiment voilà, un aspect social dans la traçabilité. L'autre branche, alors c'est ce qui est appelé dans le livre le nouvel Eldorado. C'est en fait, alors j'ai juste repris les exemples donnés dans le livre, mais ça, bien sûr, ça va bien plus loin. C'est vraiment dire que si une entreprise éclairée arrive vraiment à trouver enfin, peut se lancer dans un secteur là-dedans, c'est gagné, quoi. C'est vraiment un Eldorado, quoi, une mine d'or. Et en plus, c'est bon pour le monde, c'est bon pour la société, donc feu à volonté, je dirais. Le premier exemple, c'est l'énergie avec le smart grid. J'ai précisé le smart grid. Le smart grid, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment aujourd'hui, il y a Google qui s'est lancé là-dedans, enfin qui a racheté Nest, c'est un thermostat intelligent qui permet de gérer tous vos systèmes de chauffage à la maison en fonction de vos préférences et en fonction du climat. En gros, vous n'avez plus à monter ou à baisser le chauffage. Tout se gère selon différents profils. Si vous êtes frileux, si vous avez l'habitude de mettre un gros pull parce que vous voulez pas justement trop monter le chauffage pour faire des économies, Nest gère tout. C'est l'exemple du smart grid. Il y a un autre exemple, c'est je crois que c'est Solar System, l'entreprise la deuxième entreprise d'Elon Musk après Tesla. Je sais jamais si c'est Solar City ou Solar System, je me trompe toujours sur le nom. Comme ça, je dis les deux, j'ai dû forcément dire le bon. Enfin bref, l'entreprise d'Elon Musk, elle installe des panneaux solaires aux États-Unis et elle permet mais en fait, tous ces panneaux solaires sont raccordés et elle les installe gratuitement. Et derrière, l'idée, c'est que les gens payent un abonnement tous les mois pour avoir de l'électricité solaire. Et en fait, avec le smart grid, ces panneaux solaires pourront, ça le fait pas encore, mais l'idée dans le futur, c'est ça, c'est que si un jour, vous consommez peu d'énergie, eh ben, vos batteries qui ont été chargées par vos panneaux solaires vont permettre à votre voisin de consommer plus. Et le jour où c'est votre voisin qui consomme moins et vous qui consommez plus, c'est l'inverse. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est une vraie répartition de l'énergie solaire pour permettre une consommation d'énergie propre sur l'ensemble de la planète. Donc voilà pour le smart grid. Donc ensuite c'est l'eau. L'eau, je dirais la réutilisation de l'eau. L'eau c'est l'or bleu, c'est vraiment une ressource qui est en train de s'appauvrir sur notre planète. Donc tout ce qui va être désalinisation de l'eau. Réutilisation de l'eau, pourquoi pas réutilisation en fait de vos eaux usées dans des systèmes d'arrosage, même parfois un système de traitement des eaux individuelles qui permettrait de réutiliser une partie de l'eau qu'on utilise pour qu'il y ait moins de gâchis. Donc voilà. Ensuite, le textile, pareil, le textile c'est une grosse source de pollution. Les vêtements c'est pas biodégradable, on en jette, même si on en donne, même si on revend, même si on en met à la benne pour des associations. Il y en a énormément qui finissent à la poubelle, qui sont plus utilisés, et tout ça bien sûr ça pollue. Donc le textile, il y a énormément de fibres en fait biodégradables, voilà, qui sont en train d'être mis au point pour faire du textile biodégradable et qui ne pollue plus, et où même toute la chaîne de fabrication serait éco-responsable. Et le dernier exemple, c'est le zéro déchet en fait. Tout ce qui est zéro déchet, alors c'est pas le zéro déchet comme tout à l'heure, dans le bon j'avais mis le non polluant, enfin c'est forcément il y a un lien puisque les deux font du zéro déchet, mais l'idée c'est d'utiliser des déchets comme matière première, en fait pour que ces déchets disparaissent en fait. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup abordé par Idriss Elber Khan, pour ceux qui le suivent dans la team. Le zéro déchet, un exemple, c'est les gens qui réutilisent. Enfin, il commence à y avoir des petites centrales pour réutiliser les déchets plastiques pour les transformer en pétrole, pour faire du pétrole, pour pouvoir faire de l'essence.
en fait, qui ne viendraient pas de puits de pétrole, quoi. C'est-à-dire que plutôt de laisser ces déchets mourir un peu partout, on les réutilise et donc ils vont être. Alors vous allez me dire après ça pollue, etc. Mais puisque l'essence est dans les véhicules, donc c'est un exemple qui est pas totalement éco-responsable, mais ça vous permet de voir un peu la chaîne de valeur et l'idée du zéro déchet en fait, c'est d'utiliser les déchets comme produit pour faire de l'argent et pour ce qui permet en même temps qu'on recycle le déchet, d'avoir une entreprise qui vit. Voilà. Et le dernier exemple, la dernière partie, c'est devenir Voltaire. Donc là, on reprend vraiment l'exemple. Donc la première branche, c'est être un entrepreneur éclairé. Donc pour ça, il faut remettre en cause, je dirais, les grandes vérités de son domaine de compétences. Donc voilà, les remettre en cause, pas être d'accord, pas dire bah ça fait 100 ans qu'on fait comme ça, donc moi je vais faire comme ça. Non, essayer de trouver des alternatives. Ensuite, bah justement, tenter de nouvelles pratiques, c'est ce que je disais, la deuxième branche. Donc, trouver des alternatives, tenter des nouvelles pratiques. Peut-être qu'il y a une possibilité de faire les choses de manière plus efficiente, et donc il faut chercher, il faut essayer. J'ai mis mission contre court terme. Ensuite, c'est vraiment, voilà, faut pas oublier qu'en fait, la mission, ça doit être votre moteur. En fait, si vraiment vous avez une mission précise, ça devient un moteur et ça vous permet, ça vous drive. Et donc, il faut que cette mission, elle soit plus importante que le fait de faire du gain à court terme. Les entreprises qui veulent changer le monde, en général, vont plus loin que ceux qui veulent juste faire du dropshipping sur Shopify. Voilà, c'est un petit exemple assez caricatural. Donc la mission avant tout et les exigences, quoi. Vous pouvez pas voir vos exigences à moitié, il faut vraiment être exigeant, il faut vraiment vouloir proposer de la qualité à ses utilisateurs, et ça c'est quelque chose d'important et qui vous permettra de réussir. Et ensuite, il y a une deuxième branche dans cette partie de devenir Voltaire, c'est le consommateur éclairé, parce que bien entendu, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. J'ai trouvé ça pas mal d'avoir une partie sur le consommateur, de dire ok, tu changeras peut-être pas le monde en devenant entrepreneur, mais malgré tout, tu peux quand même être un consommateur éclairé. Donc pour ça, il faut se tenir informé en permanence, se tenir informé des nouvelles choses, être curieux vraiment. Sur les nouveaux produits, sur les nouveaux systèmes de consommation, etc. Et la deuxième branche, c'est mettre en doute. Mettre en doute ce que nous proposent les grands groupes et les grandes vérités qu'elles nous martèlent avec la publicité. Voilà, pour justement peut-être trouver d'autres alternatives dans des plus petites entreprises éclairées et être un consommateur éclairé du coup. Alors globalement, j'ai bien aimé ce livre. J'en ai fini avec le mind map. Je vais revenir dessus. On va faire comme ça. Je vais remettre la couverture. Globalement, j'ai bien aimé ce livre. C'était pas mal. Moi, malgré tout, j'ai eu 2-3 petites déceptions quand même. J'avais été attiré vraiment par le titre. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je trouve toujours que les livres de start-up, ou du moins les livres entrepreneuriales, c'est toujours très à l'américaine, très show-off. Et enfin, au-delà de ça, même au-delà du show-off, c'est très culture à l'américaine qui n'est pas forcément notre culture de petits français. Et donc là, je me disais vraiment, la start-up à Voltaire, tiens, ça prend Voltaire, philosophe français des Lumières. Là, pour le coup, direct, l'aspect culturel, bah, moi, il me saute aux yeux. Ça va peut-être niveler ce désavantage culturel que j'ai en tant que petit Français qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'était moyennement vrai, parce que malgré tout, le livre parle beaucoup de la Silicon Valley, beaucoup d'exemples très start-up, très à l'américaine, quoi. Mais en même temps, bon, Amy Hammer, elle est américaine, donc ça paraissait logique, en fait. Ce livre, en gros, il propose vraiment, je dirais, aux gens qui veulent ouvrir une start-up, tech ou non, mais une start-up très esprit de la vallée, une alternative plus éco-responsable et plus pour demain, je dirais, plus vraiment dans le futur, quoi. On voit ici avec le nouvel Eldorado quels vont être les gros challenges du futur pour les startups, les grosses startups de demain. Donc voilà. Donc j'ai été un peu déçu de ça, parce que je trouve que c'était peut-être pas assez poussé dans le côté un peu culturel.
Il y a une autre chose justement qui a manqué, c'est qu'au tout début du livre, quand on nous présente les nouvelles lumières après l'obscurantisme, on nous parle bien sûr de tout ce que je vous ai dit là, l'environnement, etc. Mais on nous parle aussi des connaissances en fait, justement du fait de transmettre les connaissances, etc. Et en fait de l'économie de la connaissance. Et tout ça après c'est oublié dans le reste du livre. On retrouve plus l'économie de la connaissance. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que c'est aussi un grand pilier pour le futur. Et donc ça, quand j'ai lu l'introduction, je m'attendais à le retrouver dans le livre. Et j'ai été vraiment déçu que ça en fasse pas partie. Donc voilà, ça a été une autre petite déception. Après, pour les points positifs, c'est un livre vraiment très pointu sur le monde des startups. On y parle gros hacking, notamment, on y parle quoi d'autre. J'ai abordé un petit peu d'autres parties. Bah voilà, on détaille vraiment le freemium, par exemple, tout ce qui va être freemium et comment mettre un freemium en place pour son entreprise. Il y a d'autres choses comme ça très précises et très pointues. Enfin, je trouve que au-delà du message vraiment que véhicule ce livre, un peu, un peu pour responsabiliser les entrepreneurs, il y a vraiment toute une bonne dynamique de comment créer sa startup et ça c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé ça, c'est intéressant. Autre chose, je voulais dire autre chose sur ce livre. Mais le dernier point vient de m'échapper. Donc tant pis, à moins qu'il revienne là rapidement. Sinon, c'est tout, je vous le remettrai par message au pire. Malgré tout, j'ai bien aimé ce livre. C'était vraiment intéressant, malgré les deux petits points noirs. Ça m'énerve parce que je retrouve pas ce que je voulais dire, tant pis. Et du coup, je vais rester un peu dans ce thème-là, puisque justement, à la base, je voulais rester un peu à contre-pied. Je voulais prendre un peu le thème startup un peu à contre-pied. C'est pour ça que j'avais pris ce livre. Et donc, mon livre de la semaine prochaine, ça va être L'âge des low-tech. Et là, c'est écrit par Philippe. Alors, Biou, je ne sais plus comment on prononce son nom. C'est un livre que j'avais dans ma liste, dans mon panier Amazon depuis très longtemps. Du coup, je l'ai commandé parce que je me suis dit ça fait bien écho au premier, donc on va rester là-dedans. Et en plus, pour le coup, c'est un livre européen parce que je sais plus son auteur est français ou est belge. J'ai un petit doute aussi. C'est un ingénieur, c'est un ingénieur qui est plutôt cool. J'ai déjà vu des talks de lui sur YouTube. Donc, je suis vraiment impatient de lire ce livre. Je vais le lire, je pense, demain si j'arrive à avoir du temps parce que j'ai une journée de boulot un peu chargée. Mais en tout cas, il sera lu rapidement et je vais essayer de vous le mind mapper le week-end prochain et de vous le présenter. Donc voilà, ça c'est un petit teasing. J'ai pas retrouvé mon dernier point sur ce que j'avais pensé du livre, donc tant pis, on va devoir faire sans, je suis désolé. Allez, bon, j'espère que ça vous aura plu, ça a été un petit peu long, mais voilà, donc à bientôt et pour une nouvelle présentation, et j'attends les vôtres, ceux qui l'ont pas encore fait. Allez, salut la team, bonne journée, bon week-end, ciao.